Il avait bu et dormi tout le long du chemin. Jusqu'à La Roche, il s'était morfondu, parce qu'on annonçait un retard probable. Puis le train avait rattrapé le temps perdu, et la grosse horloge lumineuse marquait 10h40 au moment où l'on entrait en gare. « Tu porteras mes bagages au Claridge, et tu me retiendras un appartement. Vous préférez que je ne vous dérange pas de bonne heure, demain matin, et que j'attende votre coup de téléphone ? C'est ça, attends. Je prends un rendez-vous avec maître Audubon ? » Il avait regardé Jouve, l'air absent, comme s'il ne se rappelait pas qu'il était venu à Paris pour l'affaire Veille. Les mains vides, il suivait la foule qui marchait vers le tunnel, et la plupart des têtes se tournaient vers lui. Il montait en taxi, surpris de voir tant de gens aux terrasses, des hommes en manches de chemise. « Au Châtelet, à l'entrée des artistes. » Il y avait justement une place libre pour la voiture, non loin de la porte, et il put rester dans le fond de l'auto, tassé sur lui-même, à regarder d'un œil torve la foule qui sortait du théâtre, par la grande porte. Ici aussi, dans le temps, il avait fait de la figuration dans Michel Strogoff et dans Le Tour du Monde en 80 jours. C'était à cette époque-là le théâtre qui payait le plus mal, celui où l'on rencontrait les gueux les plus gueux. Peut-être à cause de la proximité des halles, ou parce qu'on avait besoin de beaucoup de monde. Il y avait parfois plus de 100 personnes en scène, et que n'importe qui faisait l'affaire. Il y avait attrapé des puces. Il avait attrapé autre chose aussi, d'une petite figurante. Ils commençaient à sortir, hommes et femmes, dans des vêtements râpés, la plupart tout fiers cependant d'appartenir au théâtre et gardant exprès des traces de maquillage. « Jules !» cria-t-il par la portière au moment où Lecointre, affairé, sortait à son tour. Le pauvre diable regardait en tous sens, se demandait qui pouvait l'appeler, et d'où, apercevait enfin la main qui s'agitait hors de l'auto. Alors, reconnaissant Maugin, il s'exclamait extatique « C'est toi, tu es venu !» comme s'il s'agissait d'un miracle. « Monte ! Je ne croyais pas que ma lettre irait si vite, ni surtout que tu serais libre. » Maugin se taisait. Son camarade devait faire allusion à une lettre qu'il n'avait pas eu le temps de recevoir avant son départ. Sa dernière lettre, au sujet du Freluquet, datait de près de 2 mois, celle dans laquelle il annonçait, par un post-scriptum, qu'après la fin de Baradel et compagnie, il avait obtenu un petit rôle au Châtelet. « Tu veux qu'on aille le voir tout de suite ? Tu viens juste de débarquer ?» Maugin tricha, sans raison, en n'avouant pas qu'il ignorait de quoi il s'agissait. Il attendait de deviner, et, tout de suite, cela devint facile. Cette fois-ci, vois-tu, il n'en a vraiment plus pour longtemps. D'après le docteur, c'est une question d'heures plutôt que de jours. Tu ne vas pas le reconnaître. Sûrement. Il y avait 30 ans qu'il n'avait pas vu Gidouin, à qui il avait toujours voulu dans son fort intérieur de n'avoir pas réussi les faux billets. Comme il n'a personne pour le soigner, je me suis installé dans son atelier, où je couche comme je peux, mais je suis bien obligé de le quitter pour me rendre au théâtre. Place du Tertre, chauffeur. C'est chic d'être venu. Tu ne peux pas savoir le bien que ça va lui faire. Je suis persuadé qu'il partira plus content. Ces derniers temps, il a parlé à plusieurs reprises de toi et des amis d'autrefois. Entre autres d'une petite que je ne connais pas et qui paraît avoir tenu une place importante dans sa vie. Par moments, il n'a pas sa tête à lui, et c'est assez pénible. Il croit qu'on veut l'emmener à l'hôpital, me prend pour un infirmier, et se débat au risque de se faire du mal. Au fait, tu n'as jamais dû y aller, toi ? Où ? À l'hôpital. Je ne te vois pas malade. Victor a fait la plupart des hôpitaux de Paris, et en a gardé la frousse d'y mourir. Je crois que je serai comme lui, que j'aimerais encore mieux finir dans la rue. Qu'est-ce que tu dis ? Je ne dis rien. Tu sais combien il me reste en poche pour le soigner. Il sortit sa main, qu'il montra à plat dans la demi-obscurité du taxi,
avec quelques pièces de monnaie sur la paume. J'ai vendu mon pardessus et le sien. Nous n'avons plus de montre depuis longtemps ni l'un ni l'autre. Et, la nuit, pour savoir l'heure, je dois attendre que sonne l'horloge du Sacré-Cœur. Excuse-moi de te dire ça. Tu m'as envoyé plus d'argent que tu ne m'en devais. T'es heureux là-bas? Mogin grogna. La petite va bien? Ta femme aussi? J'ai souvent pensé à toi depuis ton départ. Sais-tu que, de nous tous, t'es le seul qui soit devenu un homme à peu près comme les autres? T'es un acteur, bien sûr, et même un grand type. Je le dis sans amertume ni jalousie. Ceux qui prétendent que tu dois ton succès à la chance sont des crétins qui n'y connaissent rien. Mais ce qui m'a frappé, en y réfléchissant, c'est qu'en même temps tu es une famille, une vraie maison. Tu comprends ce que je veux dire? Mogin regardait durement les rues par où l'on passait, et où, partout, des gens rentraient du cinéma ou du théâtre. Où rares étaient les coins à ne pas lui rappeler quelque chose, tandis que la voix cassée de Lecointre était, à son oreille, comme la ritournelle obsédante d'un vieil orgue de barbarie. Sais-tu ce que nous devrions faire, Émile? Ce que tu devrais faire, toi qui n'en es pas à ça près? Nous nous arrêterions quelque part et tu lui achèterais une bonne bouteille de gnôle. On lui défend d'en boire, mais, au point où il est arrivé, ça n'a plus d'importance. Je lui apporte 1 litre de rouge de temps en temps, quand j'ai les moyens, mais ce n'est plus assez fort pour lui, tu comprends? Il lui faut du raide, pas même de la fine, du Calvados ou du Mar. Ils trouvèrent un magasin ouvert, boulevard Rochechouart. Une charcuterie aussi, tout à côté. Qu'est-ce que tu crois qui lui fera plaisir? Commande. Ses vêtements trop bien coupés le gênaient, et son gros portefeuille, et le taxi qui attendait au bord du trottoir. Il oubliait que ce n'était pas pour cela qu'il était allé attendre Lecointre à la sortie du Châtelet. Je ne sais pas s'il pourra encore manger. Achète quand même. Il y avait un zinc, au coin, un vrai, bien miteux, à l'éclairage trouble, avec des têtes de pauvres types qui, pour la plupart, ne coucheraient pas dans un lit. Et, à cause de ce que Lecointre venait de lui dire, il commanda du marc, en avala 2 verres coup sur coup. C'est une chance que je sois allé chez lui un matin, la semaine dernière. Ça l'avait pris la veille, et il aurait pu y passer sans que personne le sache. C'était l'heure où les rues commençaient, pour Mogin, à avoir du goût et une odeur. Surtout ces rues-là, qui n'avaient pas tellement changé, où d'autres ombres avaient remplacé les leurs sur les pavés et devant les vitrines de charcutiers. La place du Tertre, elle, ressemblait à une foire, bondée d'étrangers installés aux terrasses qui envahissent tout l'espace, avec quelques pauvres types chevelus qui traînaient leurs cartons à dessin de table en table, des musiciens et des chanteurs, et même, au coin, un mangeur de feu au torse moulé dans un tricot bleu de marin. Ce n'était pas comme ça de notre temps, dis donc, Émile. Tu gardes ton taxi? Alors, qui tourne à gauche et fasse quelques mètres dans la rue du Mont-Cenis. Un peu avant d'arriver aux escaliers de pierre, Lecointre, les bras chargés de paquets, suivi de Mogin qui portait les bouteilles, franchit une porte basse et suivit, dans l'obscurité, une étroite allée à ciel ouvert, qui aboutissait à une cour encombrée de planches. L'atelier, à droite, est celui d'un menuisier. Au-dessus habite une Russe qui danse dans les cabarets. On était loin de la foire, loin de Paris, dont on n'entendait plus rien, dont on ne voyait, dans le ciel, que le reflet orangé. Des murs au crépi craquelé, de l'eau sale qui stagnait dans l'allée, et, au fond de celle-ci, la lueur indécise d'une lampe à pétrole dont on avait mis la mèche au plus bas. Il n'y a pas d'électricité dans la cour, tu comprends? C'était une remise qu'il a arrangée. Le pan de façade était presque entièrement vitré, avec beaucoup de carreaux remplacés par du carton. Sur une sorte de divan sans pied, un simple sommier posé à terre, on apercevait une forme humaine recroquevillée, un visage barbu, 2 yeux immenses qui fixaient le noir du dehors. « C'est moi, Victor,
Le cointre ouvrait la porte, allait lever la mèche de la lampe. « C'est Noël, aujourd'hui, vieux. Devine qui je t'amène. Regarde-le bien. C'est lui. C'est Mongin. » Y avait-il encore de la chair sous la barbe, sous les cheveux longs? Les yeux dévoraient le visiteur avec un reste de méfiance. « C'est sûr qu'il ne vient pas me chercher? T'as juré, Jules, n'oublie pas. » « Puisque je te dis que c'est notre ami Mongin, de qui tu parlais encore avant-hier. T'as oublié? » « Répète. » La voix était basse, caverneuse, la gorge encombrée de glaire. Il toussait, une main sur la bouche, l'autre sur son ventre creux, auquel le pantalon était retenu par une ficelle. « Émile Mongin, et il t'apporte du nanan. Attends seulement que j'ouvre la bouteille et tu vas renifler ça. » Il n'y avait pas de chaise dans l'atelier, rien qu'une table couverte de plaques de cuivre, d'outils, de gravures sales, avec 2 verres sans transparence. Le long du mur, c'était le cointre, sans doute, qui s'était fait un lit de 3 caisses recouvertes d'une paillasse et d'un morceau de couverture. « Je me rappelle, » prononça enfin Gidouin. « C'est le chanteur. » Et c'était vrai. C'était étonnant d'entendre ce mot-là jaillir tout à coup du passé où l'on aurait pu le croire oublié. Gidouin, sur sa paillasse, venait de faire un saut de 40 ans en arrière, et de les entraîner tous les deux dans le monde où il vivait sa vie mystérieuse de moribond. Pour un temps, en effet, dans leur bande, Mongin avait été le chanteur, et, à cette époque-là, il était persuadé que c'était sa destinée. Il chantait dans les cafés-concerts de 3e ordre, où il fallait des poumons solides pour couvrir les fracas des bocs et des plateaux. Il chantait en habit noir, les cheveux partagés au milieu de la tête par une raie et collés sur les tempes. Il portait un camélia à la boutonnière, un camélia artificiel, car il n'aurait pas pu se payer chaque soir une fleur fraîche. Et il lui arrivait de le nettoyer avec de la térébenthine avant d'entrer en scène. « Ainsi, tu as fait ton chemin, » disait Gidouin en essayant, avec la maladresse d'un nourrisson, de se soulever sur les mains. Il n'y parvenait pas, le regardait de côté, la moitié du visage écrasé sur sa couche. « Bois, vieux. » Le cointre l'aidait sans dégoût, soulevait la tête, écartait les poils de la barbe, laissait couler le liquide dans la gorge comme du lait, tandis que Gidouin tendait une main malhabile pour retenir la merveilleuse bouteille. « T'en veux, Mongin ? » « Pas maintenant. » Même pour leur faire plaisir à tous les deux, il n'en avait pas le courage. Est-ce à cause de cela qu'il avait eu tant de répugnance à monter à Paris? Savait-il obscurément ce qu'il y viendrait chercher, ce qu'il y trouverait? « Attends, que je... reprenne. Mais oui, ne t'excite pas. »« Nous avons le temps, repose-toi. » Respiration. Cela le soulageait d'avoir réussi, et il pouvait se laisser aller à une quinte de tout. « Pardon. On sait ce que c'est, va. » Lui pas. Et il y avait un reproche dans le regard qu'il gardait fixé sur Mongin, un peu comme s'il l'avait accusé d'être un renégat. Peut-être qu'il a oublié. Quoi? Attends. Donne-moi d'abord la bouteille. Pourquoi pas? Il s'interrompait de boire pour fredonner tout bas. Un petit gamin, enfant des faubourgs. Son regard, comme un défi, restait accroché à la haute silhouette du visiteur, et sa voix reprenait, fausse, râpeuse. Sur les grands boulevards et les places publiques, venait aux passants offrir chaque jour un modeste lot de jouets mécaniques. Il trouvait un peu d'énergie pour hausser le ton, imitant l'emphase de l'époque. C'étaient des soldats, peints et chamarrés, de toutes les armes et de tous les grades, faisant manœuvrer leurs sabres dorés, militairement, comme à la parade. Et le « assez vieux »
Tu vas te fatiguer. Le cointre craignit-il que Mogin fût vexé par cette évocation? Laisse-le faire. Il n'aurait d'ailleurs pas pu le réduire au silence, car le graveur s'excitait. Et le gamin adorait ses joujoux, presque à la folie. Mais il devait, hélas, les vendre tous, pour gagner sa vie. Le plus étrange, c'est que Mogin ne se rappelait pas les paroles de cette rengaine, qu'il avait pourtant chantée des centaines de fois. Il retrouvait avec stupeur chez Gidouin ses propres intonations d'antan, des tics qu'il avait oubliés. Et chaque fois que l'un d'eux s'en allait, ô douleur atroce! Un long sanglot, en silence, gonflait son cœur de gosse. Pourquoi Gidouin lui en voulait-il autant? Il n'avait sans doute pas toute sa lucidité, mais on sentait que son attitude n'était pas seulement provoquée par la fièvre. Maintenant, repose-toi, Victor. Notre camarade Mogin a fait un long chemin pour venir te voir. Lui? C'est lui qui t'a apporté à boire, et des tas de bonnes choses. T'as faim? Il fit signe que non, s'efforçant de retrouver les autres couplets. Un petit riche s'arrêtait avec sa gouvernante devant les jouets étalés, choisissait le plus grand, le plus beau, l'officier à cheval que le vendeur gardait précieusement pour lui. Il l'achetait et, remué par le déchirement de l'enfant, « Je te l'achète, et puis ne pleure plus. Je te le donne. » Les mouchoirs sortaient tout seuls des poches, à cette époque-là, et, pour le troisième couplet, on envoyait à Mogin un feu vert qui faisait bien sinistre, car cela se passait au cimetière. Le fils de riche était mort de la poitrine, et le petit pauvre, pieusement, apportait ses soldats sur la tombe. Jouer au paradis avec les anges. Mogin, soudain, se sentit si mal à l'aise qu'il faillit boire à la bouteille, comme le cointre, malgré sa répulsion. Il n'aurait pas pu toucher non plus à un de ces verres graisseux, et pourtant il était pris de vertige. Son pied lui faisait très mal. Il avait des démangeaisons sur les bras, sur la poitrine. Ainsi, t'as fait ton chemin. C'était dit avec aigreur, avec un mépris souverain. Peut-être, si tu fréquentes le beau monde, as-tu l'occasion de rencontrer Béatrice? Le cointre faisait signe à Mogin de ne pas prendre garde à ce bavardage de mourant. Tu ne te souviens pas de Béatrice non plus? C'était pourtant à l'époque de ta chanson, quand tu venais dans mon atelier, rue Jacob. Vois-tu, moi, c'est la seule femme que j'ai eue dans ma vie. Gidouin ne déraisonnait pas, comme le cointre, qui ne les connaissait pas encore en ce temps-là, le pensait. Béatrice avait existé. Mogin s'en souvenait. Une très jeune fille, boulotte avec une fossette au menton et des cheveux qui frisotaient. Elle posait à l'Académie Julian. Pendant un temps, elle avait partagé l'atelier de Gidouin, qui avait un visage enfantin, de grands yeux noirs qui faisaient penser à l'Andalousie, et portait une étrange veste noire boutonnée jusqu'au cou avec une lavalière. Il est bien gentil, tu comprends, mais quand nous sommes ensemble, c'est pour me parler de la lune et des étoiles, ou de la lutte éternelle entre Dieu et l'ange. Tu sais qu'il n'est pas tout à fait un homme? Elle le lui apprenait. Il ne peut pas, ce n'est pas de sa faute. Il en a envie, il essaie, et je l'ai aidé comme j'ai pu. Il a fini par pleurer sur ma poitrine, comme si j'étais sa mère. Est-ce que Gidouin, le Gidouin d'aujourd'hui, celui qui était en train de mourir et qui venait d'avouer qu'il n'avait jamais eu d'autre femme dans sa vie, savait que Mogin avait couché avec Béatrice, et tous leurs amis aussi, et d'autres qu'il ne connaissait pas? Elle m'a quitté pour un sculpteur qui a eu le prix de Rome, et elle l'a suivi là-bas, en Italie, où elle a épousé un comte très riche. Encore un comte. Elle doit avoir des enfants, peut-être des petits-enfants. Quelqu'un m'a dit, il y a bien 15 ans, qu'il l'avait rencontrée avenue du Bois et qu'elle paraissait être du quartier. Cela se pouvait bien. Elle était encore très belle. Il tendait la main vers la bouteille, et le cointre hésitait, demandait conseil,
du regard, à Maugin. Leur camarade était en train de se tuer. C'était clair. Il le tuait. Maugin était venu d'Antibes pour l'achever avec une bouteille de marc. T'es sûr que tu ne l'as jamais revu? Je le jure. Tu ne mens pas. Son regard proclamait sans ambages qu'il avait toujours considéré le chanteur comme un homme capable de mentir. Si j'en avais le temps, je graverais ton portrait. Une canne de toux l'interrompait pendant plusieurs minutes, mais il ne perdait pas l'étrange fil de ses pensées. Ton portrait d'avant. Le pauvre Lecointre, surmontant son respect humain, avait déballé un des paquets de charcuterie et mangeait honteusement, en détournant la tête. « Il faut que je m'en aille », prononça Maugin avec effort. Il a son taxi à la porte. Ce mot-là fit froncer les sourcils de Gidouin, et sans doute lui rendit-il sa terreur de l'hôpital. Si c'est pour m'emmener qu'il est venu... Mais non, calme-toi, il a voulu te voir. Il m'a vu. Oui, il reviendra. Le regard de Lecointre était suppliant. Je reviendrai demain. Ah oui, demain. Il ricana, fut pris d'un frisson et se recroquevilla sur lui-même, dans la pose d'un fœtus, au point qu'on pouvait difficilement croire qu'il avait encore la taille d'un homme. « Jules » appela-t-il. « Oui. »« Tu restes, toi ? Bois un coup. Il faut que nous restions tous les deux pour boire. Le chanteur n'a qu'à s'en aller. Il ne se souvient plus de sa chanson. Je graverai son portrait. Tu verras, demain. Tu sais ce que tu m'as promis. Demain, nous irons... » Maugin s'éloignait du divan sur la pointe des pieds, gagnait la porte, faisait signe à Lecointre qu'il partait. Dehors, dans la cour obscure, il demeura un long moment immobile, à reprendre vie, et, en marchant, il heurta des épaules les murs de l'impasse. Il devait avoir l'air d'un homme ivre, ou d'un homme malade, car le chauffeur descendit de son siège pour lui ouvrir la portière en demandant « Ça va, monsieur Maugin ?»« Ça va. »« Du rhumatisme ?» Sans doute avait-il boité. « Un hameçon. »« Je ne savais pas que vous étiez pêcheur aussi. Où voulez-vous aller ?» Il ne savait plus. Tout était changé. Pour se raccrocher à sa première idée, il faillit se faire conduire rue de Presbourg, ou même dire au chauffeur de passer lentement rue Villaret de Joyeuse. Mais, avant tout, il avait besoin de boire. « Arrête-moi devant un bistrot. » Et, comme le taxi ralentissait place du Tertre, « Non, dans un vrai, plus bas. » Le chauffeur, pour une raison ou pour une autre, au lieu de descendre la rue Le Pic, passait par la place Constantin-Pecqueur, par la rue Caulaincourt, et c'était là que Juliette Cadeau habitait. Il connaissait le numéro de l'immeuble, mais ne savait pas lequel c'était. Plus bas, la brasserie au rideau crème, chez Manière, avait été son port d'attache, où il venait souper presque chaque soir, au temps de ses premiers succès au music-hall. Il en était encore un client assidu, un de ceux que le patron tutoyait et qui attendait pieusement l'heure de la fermeture, quand il avait rencontré Yvonne de Lobel. C'était étrange. À cause de quelques phrases de Gidouin, de quelques regards, tout cela était mort brusquement ce soir. Plus exactement, c'était comme si cela n'avait pas existé, comme si cela avait été vécu par un autre, ou comme si ce n'était qu'un film qu'il avait regardé en spectateur. Lecointre ne devait rien avoir compris à ce qui s'était passé rue du Mont-Cenis. L'autre, le moribond, savait ce qu'il faisait en parlant du chanteur, et les souvenirs qui lui revenaient par bouffées brûlantes avaient, eux, un goût, une odeur. La vie, en ce temps-là, n'était pas en toile peinte. Il frappait à la vitre, place Clichy,
faisait arrêter la voiture pour contempler l'entrée d'une impasse, surpris qu'il était de la voir exister encore. Des filles, au coin, faisaient le trottoir. Eh bien, il avait habité ici, tout un temps, à la Boule d'Or, un hôtel meublé de dernier ordre, qui n'avait pas l'eau courante, ni le tout à l'égout, qui était encore éclairé au gaz et où l'on ne mettait des draps dans les lits que contre un supplément de quelques centimes. Il portait l'arrêt au milieu et ne sortait pas sans un couteau à cran d'arrêt qu'il affûtait pendant des heures. Il balançait ses larges épaules en marchant, faisant saillir ses muscles et effrayait les bourgeois en les regardant férocement entre les deux yeux. Il vivait avec Maude, qui portait une jupe plissée en satin noir, comme en ont encore certaines marchandes des Halles, un corsage brodé avec un col à baleine et un chignon sur le sommet de la tête. Peu importe combien de fois elle lui avait payé à souper. Il lui était arrivé aussi de recevoir de l'argent d'elle sans jamais parler de le rembourser. Et c'était elle qui lui avait acheté son premier complet à carreaux, à la Samaritaine, le complet qu'il portait sur le dos quand il avait rencontré Juliette Cadeau sur l'impériale de l'omnibus. Le bar, au coin de l'impasse, avait gardé son nom d'autrefois, l'Oriental, mais il avait été modernisé, et des glaces remplaçaient les mosaïques. « Attends-moi. » C'est là qu'il alla boire, avec l'envie de se saouler tout seul. Pour ça, il aurait fallu qu'on ne le connaisse pas, que les gens ne se tournent pas vers lui et qu'ils ne devinent pas sur toutes les lèvres « c'est Maugin ». Eh bien, quoi, Maugin? Gidouin avait raison. Est-ce que le chanteur n'avait pas son mot à dire, lui aussi? Un marc. Les vers étaient épais, rugueux à la lèvre, le marc mauvais, et sans doute n'était-il pas meilleur jadis. Vous êtes revenu, monsieur Maugin? On savait même où il était, ce qu'il faisait. On avait publié sa photographie dans son bateau, avec Joseph, et on lui avait fait tenir une grosse dorade par la queue, comme s'il venait de la sortir de l'eau. C'est vrai que vous ne voulez plus tourner de film? Qui a dit ça? J'ai oublié. Sans doute le journal. Ce serait malheureux, vu qu'il n'y en a pas deux comme vous. Est-ce que cela lui faisait encore plaisir? Il se grattait. Il lui semblait que tout son sang s'était porté à sa peau, et la douleur lui faisait tenir la jambe raide. Peut-être Gidouin était-il déjà mort. Peut-être le cointre était-il ivre à son chevet, sans savoir. Les gens ne se doutaient de rien. Les taxis continuaient à déverser des étrangers et des provinciaux à 2 pas, place du Tertre, et, au lapin agile, des malins habillés comme on l'était de son temps, chantaient les chansons qu'ils n'avaient pas oubliées. Peut-être l'un d'eux chantait-il encore la sienne, celle des 2 petits garçons, le riche et le pauvre, avec la scène du cimetière en point d'orgue. La même chose. Jouve devait croire que c'était à cause d'un rendez-vous qu'il l'avait quitté si brusquement à la gare. Qu'est-ce qu'il pouvait penser de lui au juste, Jouve, qui ne connaissait que le Maugin des 10 dernières années? Vous me permettrez peut-être d'offrir ma tournée, monsieur Maugin. Cela finissait toujours ainsi. On ne lui fichait pas la paix. Il avait promis de téléphoner à Alice dès son arrivée. Il ne fallait pas oublier de le faire, tout à l'heure, au Claridge. Son chauffeur lui ouvrait encore une fois la portière, et il en était vexé. « Descends par la rue Blanche. »« Non, par le boulevard des Batignolles. » Cela avait été son quartier aussi, et on aurait dit que c'étaient les mêmes femmes qui erraient dans l'ombre à proximité de la lumière trouble des meublés. Au Claridge. Il en avait assez. Il avait sommeil. Il se sentait malade. Il se sentait sale, après sa visite dans la crasse de la rue du Mont-Cenis. Et cela lui rappelait le temps où il allait chaque semaine prendre un bain pas loin d'ici, dans un établissement surchauffé, plein de vapeur,
qui sentait la lessive et les pieds. « Vous êtes à Paris pour quelques jours, monsieur Maugin ? Excusez-moi de vous demander ça, mais dans ce cas, je pourrais me mettre à votre disposition et vous faire un prix à la journée. » Il dit oui, sans savoir pourquoi, sans avoir bien entendu. Il était persuadé qu'il avait la fièvre. Il avait emmené le chauffeur dans un autre bar, place des Ternes, et la tête lui tournait. Les glaces lui renvoyaient l'image de ses joues rouges, de ses yeux brillants. Il se sentait osciller comme, au soir de la mort de Viviane, dans le café où il avait retenu Cadeau. Il verrait sûrement Cadeau. Demain, les journaux allaient annoncer son arrivée, et Cadeau finirait par le trouver. La même chose. Ne prenez pas ça de mauvaise part, monsieur Maugin. Mais pas pour moi. Il faut que je conduise, et je dois rentrer à Bagnolet. Il ne se souvenait pas s'il avait bu les 2 verres. Cela se pouvait. Le reste était vaseux. Il avait serré la main du chauffeur qui avait refusé d'être payé, puisqu'il devait revenir le lendemain. Le pisteur du Claridge l'avait accueilli, et il avait essayé de marcher droit le long du hall, jusqu'au bureau du concierge. « Bonsoir, monsieur Maugin. C'est un plaisir de vous revoir chez nous. Cela fait combien d'années maintenant ? Vous avez le 303. Sur les Champs-Élysées ? Hélas, non. Le sous-directeur aurait bien voulu, mais il m'a prié de vous dire que c'est absolument impossible, aujourd'hui. Nous avons notre hôtel plein de touristes. Mais demain, s'il y a un départ, le bar est ouvert. Il est passé 2 heures, monsieur Maugin. » Il ne s'était pas rendu compte de la fuite du temps. Malgré les glaces, les dorures, les lumières, c'était sinistre. Peut-être parce que vide et silencieux. Un type en uniforme l'attendait à la porte de l'ascenseur, comme pour le renfermer dans une trappe. « Il n'y a pas une jolie fille par ici ?» Il avait demandé une jolie fille, c'était certain. Mais ce n'était sûrement pas parce qu'il en avait envie. Peut-être parce qu'il avait peur de monter tout seul à son appartement. « Pas à 7 heures, monsieur Maugin, mais si vous le désirez, je peux donner un coup de téléphone. » Il s'était retrouvé dehors, descendant lourdement les Champs-Élysées et parlant à mi-voix. Il en rencontra une dont les cheveux oxygénés ressortaient dans l'ombre et faisaient illusion. Il était allé la regarder de près et elle avait fait de son mieux pour sourire gentiment. Elle était déjà vieille. C'était une triste, une résignée. Elle n'insista pas. Peut-être l'avait-elle reconnue. Elle retourna s'adosser à une façade, dans l'attente de nouveaux pas. Il descendit jusqu'au rond-point. « Vous n'avez pas une cigarette ? » ?»« Je regrette, petite, je ne fume pas. » Celle-ci portait un tailleur bleu, une toque blanche sur les cheveux. Elle avait l'air bien élevée. « Oh, pardon, monsieur Maugin. »« Pardon de quoi ? » ?»« Je ne sais pas, je ne vous avais pas reconnu. »« Tu t'ennuies ? » ?»« C'est-à-dire que... Tu veux venir avec moi au Claridge ? Vous croyez qu'on me laissera entrer ? » Il l'avait emmenée et il boitait. Elle ne marchait pas beaucoup plus facilement que lui, sur ses talons trop hauts, et elle devait avoir les pieds endoloris. Le concierge de nuit avait froncé les sourcils, mécontent, mais n'avait rien osé dire. « Voici votre clé, monsieur Maugin. Vous me ferez monter à boire, jeune homme. » « Du champagne ? » La petite lui dit à voix basse. « Pas pour moi, vous savez. »« Du cognac, » répondit-il. « Je suppose que vous n'avez pas de vin rouge. Il y a probablement du Bordeaux. »« Une bouteille. » On lui avait apporté les deux, le cognac et une bouteille de médoc, sur un grand plateau d'argent, avec de la glace, de l'eau gazeuse, une demi-douzaine de verres de tailles différentes. « Mettez ça là. » La gamine, qui avait ouvert la porte de la salle de bain, s'émerveillait.
Dites, monsieur Maugin, est-ce que ça vous ennuierait que je commence par prendre un bain? Assis au bord d'un des deux lits, il regardait sa cheville devenue aussi grosse que son genou. Quand il fut déshabillé, il découvrit qu'il avait des plaques rouges un peu partout sur le corps et pensa d'abord qu'il avait attrapé les puces du mourant. L'eau coulait dans la baignoire. Il voyait, par terre, dans l'entrebâillement de la porte, une paire de bas et du linge. « Je ne vous empêche pas de prendre votre bain, monsieur Maugin. » Il entendit, mais ne se donna pas la peine de répondre. Il regardait les deux bouteilles, les verres, puis son pied, ses cuisses, son ventre. Il savait qu'il oubliait quelque chose, mais c'est en vain que, l'air sombre et buté, il se demandait quoi. C'était Gidouin, en tout cas, qui avait raison en parlant du chanteur. Les autres n'avaient rien compris. Il but du cognac d'abord, puis du vin rouge, avec l'air de chercher lequel des deux il choisirait. Il dut rester longtemps ainsi, car la petite eut le temps de prendre son bain et d'apparaître intimidée, peut-être justement par ce bain imprévu, tenant une serviette sur son ventre, ses petits seins en poire se balançant légèrement. « Vous n'êtes pas couché ?» Il la regardait comme s'il ne l'avait jamais vue, comme si elle n'existait pas, fixait à nouveau son pied d'un œil perplexe. « Vous voulez que je passe la nuit ?» Pourquoi donc l'aurait-il amenée? Pour se laver à l'eau chaude? Vous préférez que je me couche? Dans ce lit-là, oui. Elle s'y glissa d'un mouvement vif, se demanda si elle pouvait se couvrir, ramena le drap progressivement. Elle le voyait se frotter les cheveux, à rebrousse-poil, se gratter la poitrine, le ventre, en revenir toujours à son pied. Puis elle ne vit plus rien. Elle dormait. Les lampes étaient encore allumées quand on la réveilla en touchant du doigt son épaule nue et maigre. Mais il y avait déjà une lueur blanchâtre derrière les rideaux. « Lève-toi, petite !» Il avait le visage congestionné, les yeux si gros, si luisants, qu'elle eut peur. « Téléphone, appelle, qu'on fasse venir un docteur. Tu entends, un docteur ?» Il était toujours assis au bord du lit, les pieds sur la carpette, comme quand elle s'était endormie, mais il avait dû se coucher, car les draps étaient fripés et il y avait un creux au milieu du matelas. « Vite, petite, un docteur !» soufflait-il avec l'air de se retenir à deux mains pour ne pas basculer en avant. Sans s'inquiéter de ce qu'elle était nue, elle décrocha le téléphone. Une horloge sertie dans la cloison, au-dessus d'un miroir, marquait 4h10.